ce sur quoi je voudrais mettre l'accent, c'est en fait, pour l'instant, les différents Nagano de tous les établissements ne communiquent pas vraiment entre eux. Donc, vous allez avoir, il y a une communication, mais celle-ci est limitée, puis il vous faut des accès qui sont distincts pour chaque plateforme. Fait que nous, on ne sait pas vraiment ce qui se passe sur la plateforme, disons, du CHUM. Les demandes que vous faites, il faut les faire sur le site, sur le Nagano de notre établissement. Puis aussi, un petit, pensez-y bien, un petit rappel que les accès Nagano, en fait, c'est facile d'en faire. Vous écrivez à l'adresse courriel qui est en haut, mais ces adresses-là, c'est vos adresses à vous. Là, on aimerait que vous ne les partagiez pas, puis qu'ils soient remplis, ben, ça soit rempli par la personne qui a l'accès. Donc, si on va passer ça c'est l'écran d'accueil. Donc, une fois qu'on est sur Nagano, juste mettre en évidence qu'on a 3 onglets pour naviguer sur les grandes sections de la plateforme. Ça, c'est la page d'accueil. À ce moment-là, vous allez trouver un peu toutes les dernières modifications par rapport à tous vos projets. Les dernières modifications vont se trouver là. C'est assez succinct, mais ça donne une idée de ce qui a changé. Il y a une section à la fin qui est documentation. Vous pourrez trouver des canevas ou les calendriers. Là, pour l'instant, ça peut-être on pourra mettre ça à jour. C'est beaucoup pour le comité vieillissement, neuroimagerie. C'est surtout les documents qui sont là. Ça, on pourra peut-être mettre ça à jour, mais sachez qu'il y a de la documentation ici, puis un peu plus bas, il y a certaines formations. Mais vraiment, l'onglet le plus important, c'est l'onglet des projets. Donc, c'est là que pas mal tout se passe. Vous verrez, là, ici, j'ai mis en évidence qu'il y a 3 sous-onglets qui placent vos projets un peu selon leur statut. Donc, un onglet pour les projets qui sont en cours d'approbation, qui ne sont pas terminés, un onglet bon actif, un onglet inactif. Puis, nous, ce qui va nous intéresser surtout, c'est ce bouton-là, Nouveau projet. Donc, une fois qu'on clique dessus, ça nous amène à cet écran-là. Vous allez voir dans cette section-ci, on va passer beaucoup de temps sur l'écran parce que mon but, ça serait vraiment que à ce niveau-là, ça soit, quand on dépose le projet, c'est que ça soit parfait. Si on veut, c'est vraiment les informations de base qui vont faire en sorte que le projet de recherche va être déposé au bon bureau, qui va être, disons, catégorisé comme il faut, puis que le formulaire qui va être généré, ça soit le bon formulaire pour le bon type de projet de recherche. Donc, la première chose qu'on nous demande sur cet écran-là, c'est vraiment l'identifiant Nagano. Ça, c'est juste une petite précision, c'est pour vous faciliter la vie. C'est quand on demande l'identifiant Nagano, ce n'est pas votre identifiant à vous, ça va être l'identifiant du projet. Donc, quand on crée un projet, Nagano génère un numéro. Mais on peut aussi ajouter un nom pour le projet. Ça peut aider à vous retrouver là, si jamais vous gérez 5 projets Nagano différents. Peut-être que 2023, 17, 13, ça ne vous dira pas grand-chose, mais si ça porte sur votre sujet de recherche, la vaccination chez les 18-35, par exemple, ça peut juste aider. Là, ça, c'est prochaine étape, ce qui est vraiment crucial, c'est qu'on veut savoir si le projet est multicentrique au sens du ministère. Mais juste pour se donner une idée vague, parce qu'ici, dans la section qu'on fait, on va cocher que on ne cochera pas en fait qu'il est multicentrique, on va dire qu'il est monocentrique. Ça, c'est un petit terme décisionnel là, pour vous aider. Je vais vous laisser comme 30 secondes peut-être le regarder, puis après ça, j'expliquerai un peu plus en détail ce que c'est un projet monocentrique. Donc, un projet monocentrique, ça veut dire qu'il se déroule dans un seul établissement du réseau de la santé. On va y attribuer, là, comme je vous montrais tantôt, un numéro qui est assez court. Des exemples de projets monocentriques, ça peut être un projet qui est dans notre établissement, mais qui se déroule sur 2 sites. Par exemple, si votre projet se déroule au CHUM, puis dans le GNF du plateau, par exemple, ça reste un projet monocentrique parce que c'est un seul établissement. C'est juste qu'il y a cet établissement a plusieurs installations.
Si jamais votre projet se déroule aussi au CCS-MTL et dans un organisme communautaire, par exemple le Cactus, c'est aussi un projet qui est monocentrique. Même chose si c'est une université. C'est vraiment quand ça se déroule dans un seul établissement. Puis, je vais revenir là-dessus un peu plus en détail. Là, on a une entente spéciale aussi. Je ne sais pas si on a des chercheurs de l'INSPQ, mais certains projets, en fait, pourraient ne pas se dérouler au CCS-MTL, mais en vertu de l'entente avec l'INSPQ, on les évalue quand même. Même chose pour, il y a une exception là, pour les chercheurs en réadaptation sur laquelle je vais revenir un peu plus tard, mais qui ferait en sorte que même si ça se passe dans un établissement, c'est multicentrique, là, mais c'est des détails qui sont assez rares. Donc, une fois qu'on a décidé, comme dans le cas qui nous intéresse, qu'on ne coche pas le projet multicentrique ici, c'est là qu'il vient le temps de choisir le bureau dans lequel on va déposer le projet. Donc, il y en a 4 ici. Vous verrez le projet multicentrique externe, je l'ai rayé pour l'instant. On n'y pense pas. Dans la structure là, du bureau d'évaluation des projets de recherche, on a 4 bureaux de comité d'éthique qui sont différents. On a dépendance, égalité sociale, santé publique, réadaptation, déficience physique, on a jeunes en difficulté, vieillissement et neuroimagerie. C'est tous des comités qui ont une expertise qui est différente. Donc, les membres, les experts en recherche, puis à force aussi de voir des projets, on développe une certaine expertise. Donc, c'est bien important de déposer votre projet au comité d'éthique qui vous semble le plus apte à prendre la demande selon la thématique. Donc, pour vous dire aussi, on trouve ces informations-là sur le site Internet. Puis, donc, les adresses courriels, je les ai aussi mis dans le chat. Donc, une fois qu'on a décidé le bureau, là vient le temps de choisir le type de projet qui est vraiment aussi important parce que c'est là qu'on va générer le formulaire de dépôt qui est adéquat pour le type de demande. On a le champ d'application aussi, ça c'est juste pour nous aider à nous orienter là, ici. C'est d'importance beaucoup moindre que le type de projet parce que dans le fond, selon la catégorie que vous allez choisir, le formulaire de dépôt qui va être généré par Nagano va être différent. Donc, si c'est un projet avec recrutement de participants, dans le formulaire de dépôt Nagano, vous allez avoir les catégories pour rentrer les informations dont on a besoin. Si par erreur, on prendrait un projet sur dossier uniquement, là, ça serait beaucoup plus difficile d'aller chercher l'information dont on veut. C'est vraiment juste lire les catégories puis s'assurer qu'elles s'appliquent bien à la recherche. Puis, dernier point, c'est, par exemple, c'est juste les utilisateurs qui vont avoir accès au projet. Dans le fond, c'est juste de dire que si c'est une assistante de recherche qui s'occupe de remplir les documents sur Nagano, c'est ici qu'elle va pouvoir rentrer le nom de la chercheure principale, par exemple, pour que celle-ci aussi ait accès à Nagano par la suite. Donc, là, je pense qu'on peut en rentrer jusqu'à 3 sur cet écran-là, mais c'est juste de s'assurer si on est plusieurs sur le projet, c'est là qu'on peut rentrer. Donc, une fois que c'est généré, ça va nous ramener vers l'écran de mes projets. Vous pourrez accéder directement au formulaire là, dans le raccourci formulaire 11A, où vous pouvez accéder à la page du projet en cliquant soit sur le numéro, soit sur l'identifiant. Juste pour vous dire, dès qu'il y a quelque chose comme ça sur Nagano qui est en bleu, c'est le signe que c'est un lien qui va vous emmener là, sur le formulaire ou sur la page du projet. Donc, si on clique, juste vous montrer rapidement, si on clique sur la page du projet, ça va nous emmener, justement, si on clique sur le numéro, ça va nous emmener sur la page du projet. Il y a plusieurs sous-onglets. Tous les formulaires se retrouvent dans la section formulaire, évidemment. Puis une chose sur laquelle je voulais absolument attirer votre attention, c'est sur la page avec le numéro du projet, qui est celle des informations générales. Juste s'assurer ici que la personne qui est en charge de Nagano, il faut que la coche courriel soit cochée parce que, en fait, c'est comme ça qu'on va s'assurer que les alertes Nagano soient envoyées par courriel. S'il n'y a pas de coche, on a beau répondre à des trucs sur Nagano, vous n'aurez pas de notification sur votre courriel, il va falloir aller voir chaque fois. Donc,
Pour ce qui est des indications, là, un peu sur la navigation dans le F11, là, vous verrez, on a toujours une barre de navigation sur le côté avec les grandes sections, les sous-sections. Donc, chaque sous-section, c'est une question que le formulaire va vous demander de répondre. Il y a différents indicateurs visuels, là, vous verrez ici sur les côtés, qui vous donnent le statut un petit peu de où vous en êtes par rapport à cette question-là. Donc, quand vous, ça serait de vous assurer là, que pour que le formulaire soit considéré complet, que toutes les questions soient répondues ou certaines questions qui sont plus difficiles à répondre pour suite ou qui, par exemple, si on vous demande un examen de la convenance, qui sont des questions auxquelles on ne peut pas répondre tout de suite, qu'elles soient grises, puis celles qui soient possibles de répondre soient en vert. Parce que si jamais il y a des questions qui sont en rouge et qui sont en jaune comme ça, vous ne serez pas en mesure de déposer le projet. Une autre chose que je voulais mentionner, c'est les documents qui seront évalués par le comité d'éthique de la recherche. Il faut les déposer via ce formulaire de dépôt-là. Puis, pour ce faire, c'est dans la section dépôt de fichier. Il va falloir vous ajouter manuellement chaque document en vous assurant qu'il soit bien daté et que la version soit claire. C'est vraiment de cette façon-là que vous allez pouvoir soumettre les fichiers qui seront évalués par le comité. Puis, de vous assurer aussi à la fin du formulaire, là, il y a deux sections. Il y a la section engagement du chercheur principal, puis il y a la section signature qu'on voit sur le PowerPoint maintenant. C'est juste de s'assurer que ce soit vraiment le chercheur principal qui dit signer. Il faut cliquer sur le bouton signer, mais il faut vraiment s'assurer que ça soit rempli par le chercheur principal, parce que sinon, on va réouvrir le formulaire, puis on va demander que ça soit fait. On ne peut pas l'accepter dans ce cas-là. Puis c'est aussi important, on voulait mettre de l'avant, quand le chercheur principal signe, pour nous, on s'attend à, quand c'est signé, c'est qu'il a validé aussi les informations qui sont en haut. Puis, comme je disais, pour déposer, juste pour terminer cette section-là, pour déposer le fichier, si on revient sur l'écran du projet dans la section formulaire, on va voir là, ici le formulaire qui a été ouvert. Puis, il va y avoir un bouton ici qui est pour le statut ci. Dans le fond, c'est sur ce bouton-là qu'il faut peser si on veut le déposer, puis finaliser notre formulaire de dépôt. Dans le fond, si le formulaire est gris, c'est comme je disais tantôt, c'est qu'il reste des questions. Il doit y avoir encore des petites questions qui sont en rouge. Il va donc falloir s'assurer qu'elles soient complètes. Puis, du moment où c'est complet, là, on peut venir appuyer sur le bouton déposer. En fait, ça va comme barrer, si vous voulez, le formulaire. Puis nous, on va y avoir accès. On va savoir que c'est complet. C'est donc juste faire attention du moment où vous déposez le fichier, c'est de savoir que vous ne pourrez pas le modifier avant qu'on en ait pris connaissance puis qu'on ait rouvert certaines choses, de ce dont Rosita va parler un peu plus tard. Donc, je ne sais pas si... Ouais. Oui, merci beaucoup, Renaud. Donc, on est rendu à la période des questions. On a une prévision de 10 minutes pour les personnes qui ont des questions. Donc, oui, comme Ralph et Peter ont fait, j'ai quelques questions. Je vais commencer par Ralph, puis par la suite, Geneviève, vous pourrez poser votre question. OK. Oui, bonjour, merci. Oui, merci Renaud pour la présentation. J'ai une question concernant si j'ai, par exemple, si je remplis quelque chose de mauvaise façon, il faut faire des corrections, etc. Après soumettre le formulaire, c'est possible? À quel point comme je peux dire, c'est sensible, non? À quel point je dois vraiment déposer le formulaire F11 quand il est 100% correct? Tu as compris ma question? C'est sûr que si, je sais pas, de ce que j'ai compris de ta question, si, admettons, il y a certaines erreurs sur le F11 qui font en sorte qu'on ne peut pas l'approuver. Par exemple, il manquerait le protocole. Là, on parle d'une erreur assez importante, là, mais par exemple, il manque le protocole. Si tu déposes le fichier, il va quand même falloir que, puis ça, Rosita va en parler comment ça fonctionne, mais on ne pourra pas l'approuver de cette façon-là. Fait que là, il va falloir le rouvrir. Puis,
Là, ça veut dire, nous, on t'écrit, on attend ta réponse, on dépose le fichier, puis ça peut créer comme certains délais. L'idée de s'assurer que tout est complet, qu'il y ait le plus d'informations possible, ça permet surtout de... Ça, je pense que c'est un peu la situation idéale pour tout le monde. On remplit un formulaire réponse d'une fois. Toutes les informations que nous, on a besoin sont là, déposées. Après ça, tout est là. On peut passer à l'étape suivante qui est les différentes évaluations scientifiques, les évaluations de la convenance. C'est juste que si on n'a pas tout ce qu'il nous faut, d'un coup, ça peut retarder le début des autres évaluations, puis créer d'autres délais pour vous, en fait. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Oui, ça répond. Oui, ma doute est si je peux faire des erreurs et si quelqu'un va communiquer avec moi et va dire, hey Peter, ici, il y a un problème. Donc, c'est normal, ce type de communication. Oui, c'est normal. Comme je disais en début de présentation aussi, il y a des erreurs qui reviennent souvent. Je pense que, rendu là, c'est peut-être des choses qui sont moins claires sur la plateforme Nagano. Là, ça arrive souvent qu'on rouvre des formulaires, c'est pas la fin du monde. Nous, à ce moment-là, on communique, on va chercher les informations dont on a besoin pour savoir comment ça va se passer plus spécifiquement. Dans le fond, je vais te référer à la prochaine section. Rossi va en parler de qu'est-ce qui se passe quand on rouvre un formulaire, c'est quoi les façons de communiquer. Mais c'est quand même normal qu'il y ait des... C'est un long formulaire, ça l'arrive. Il y a certains détails sur lesquels on peut être pointilleux aussi parfois, mais c'est pas hors du commun. Okay. Merci beaucoup, Renaud. Merci, Renaud. Je vais passer la parole à Geneviève. Oui, alors bonjour, merci pour la formation. Moi, j'utilise déjà Nagano. Cependant, moi, c'est plus multicentrique, par exemple, mais je suis un peu étonnée par rapport à la signature moi, j'ai toujours signé les formulaires, puis j'ai jamais eu de retour. C'est pas moi la chercheure principale, moi, je suis la coordonnatrice du projet, mais ma question principale, est-ce que c'est le chercheur principal du projet ou c'est le chercheur affilié au CIUS de Montréal qui doit l'approuver? Je ne sais pas si vous comprenez ma question. Peut-être pour la question en multicentrique, là, je me référerai à Nick, mais pour un monocentrique, ça ne serait pas censé avoir été approuvé. Ça se peut d'un fois que ça nous échappe, là, mais à ce niveau-là, l'onglet est vraiment fait pour que ce soit la signature du chercheur principal. Là, je parle vraiment monocentrique, là, mais c'est comme l'étampe finale là, pour dire que le chercheur principal, celui qui est responsable, il a pris connaissance des informations qui sont envoyées, puis il est en accord avec ça. Je peux peut-être ajouter, Renaud, par rapport à ça. C'est sûr que quand c'est un projet multicentrique, il y a certains établissements qui demandent qu'il y ait des chercheurs locaux, puis il y a d'autres établissements qui demandent que ce soit le chercheur principal. Donc, théoriquement, ça pourrait être soit le chercheur local ou le chercheur principal qui signe. Il n'y a pas vraiment d'enjeu par rapport à ça. Comme Renaud disait, nous, on a décidé que le signature, dans le fond, l'assistante de recherche peut compléter le document. Ça, il n'y a pas de problème. Elle atteste d'ailleurs une signature qu'elle atteste qu'elle peut compléter. Mais vu que c'est le chercheur principal ou le chercheur responsable qui est vraiment responsable du projet dans l'établissement, on demande que ce soit lui qui signe, puisque c'est lui, ultimement, qui va être tenu par rapport à la bonne conduite du projet de recherche. Donc, c'est un peu pour ça. Puis, si je pouvais juste rajouter par rapport à la question de Peter tantôt, parce que je sais que vous travaillez par rapport au CRRDP, donc avec des chercheurs du CRIR, et ça arrive fréquemment que les chercheurs ne déposent pas nécessairement dans la bonne boîte. Donc, il y a une accessibilité dans le Nagano au volet du bureau du comité d'éthique pour pouvoir transmettre au bon comité le projet. Par ailleurs, s'il remplit le mauvais formulaire de base, donc si c'est un projet multicentrique puis il remplit un monocentrique, on va avoir beaucoup de difficultés. Souvent, il va devoir redéposer un nouveau formulaire par rapport à ça. Donc, voilà. Oui, désolée, j'ai répondu à Peter. Geneviève, est-ce que vous avez d'autres questions ou avez-vous d'autres
Je voulais juste m'assurer que la signature du chercheur, c'est pour tous les formulaires et non pas juste le formulaire F11 du premier dépôt, là. Les renouvellements et tout ça, là aussi. Exact. OK. On va en reparler un peu plus tard selon les sections, mais oui, c'est le cas. Parfait, merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, je vais céder la parole à Rosita Nikolova qui va reprendre la présentation par rapport à la triple évaluation. Oui, bonjour, je vais essayer de partager. Est-ce que vous voyez quelque chose? Oui, Rosita, c'est beau. On voit ta présentation. Tant mieux parce que je ne vous vois pas. Donc, moi, je vais, avant de vous parler des différents formulaires qui peuvent être réouverts par le comité d'éthique parce que, bon, le comité d'éthique a des questions, je vais un peu vous ramener vers l'exigence qu'avant qu'un projet de recherche soit déposé, les exigences et aussi les exigences pour approuver à tous les niveaux un projet de recherche. Donc, il y a une triple évaluation. Donc, la triple évaluation, c'est l'évaluation scientifique, l'évaluation de la convenance et l'évaluation éthique. Donc, même si nous, en tant que cordeau des comités d'éthique, on vous parle de cela, il faut toujours penser que tout ce qui concerne l'évaluation scientifique et l'évaluation de la convenance n'est pas dépendant du comité d'éthique. Donc, nous sommes les mêmes personnes qui s'occupons de ça, ou en tout cas, c'est vrai qu'il y a des nuances dans certains comités, mais n'oubliez pas que c'est jamais le délai qui vous est imposé pour avoir toutes les trois évaluations, c'est toujours le comité d'éthique parce que souvent les chercheurs confondent les trois exigences et pensent que c'est toujours le comité d'éthique qui est coupable. Et ça, je sais qu'on le répète toujours aux chercheurs, mais je pensais que c'est important que je vous le rappelle encore une fois. Donc, alors, le prérequis, bon, Renaud a mentionné tout à l'heure, il y a les privilèges de recherche du chercheur principal du projet. Donc, les privilèges, ou bien c'est des privilèges de recherche qui vont être octroyés par le CIE Centre-Sud, ou bien ce sont des privilèges de recherche octroyés par un autre établissement de réseau de la santé que le Centre-Sud endosse, approuve, ou bien si le chercheur n'en a pas, c'est un chercheur externe par exemple, il doit déposer quand même une demande d'octroi de privilèges de recherche. Ce n'est pas nécessaire qu'il les ait obtenus parce que ça se fait par le CA, par le conseil d'administration et parfois ça prend du temps, mais du moins le dépôt des documents nécessaires avec le support de directeur scientifique ou le directeur de département, dépendamment du type de chercheur. Donc, voilà la triple évaluation sous forme de schéma maintenant. Donc, vous voyez l'évaluation scientifique, l'évaluation de la convenance, ça c'est en amont de l'évaluation éthique. Et en fait, ça concerne tous les projets de recherche qui sont évalués par les 4 comités de CCSMTL. Donc, en mentionnant ici que, évidemment, les évaluations par le comité d'éthique de CC, n'importe lequel, l'un des 4, vont être endossées par les CR universitaires, mais pas à l'inverse. Et nous, on a des ententes avec l'UQAM et l'UDM. Et je sais qu'il y a des démarches pour d'autres universités pour reconnaître les décisions. Donc, vous n'êtes pas obligé de refaire une autre évaluation pour, en tout cas, pour les 2 universités mentionnées. Vous avez juste à déposer les documents et la décision du comité d'éthique. Donc, maintenant, comment ça se fait sur Nagano? L'évaluation scientifique. On vous demande si le projet a besoin d'avoir une évaluation scientifique au CCSMT.
Si vous avez reçu des subventions d'un des bailleurs de fonds fédéral ou provincial, votre projet a déjà une évaluation scientifique. Donc, la réponse est non, non. Donc, oui, le projet, la question, le projet de recherche devra-t-il faire l'objet? Non, il n'a pas à faire l'objet. Donc, vous dites non à la première question. Et est-ce qu'il est approuvé par un comité scientifique? Oui, ça, c'est les comités de pairs du bailleur de fonds. Donc, ici, il faut joindre une copie du rapport de l'évaluation du bailleur de fonds. Quand le projet n'a pas d'évaluation scientifique, donc il y a, à travers les 4 comités, il y a des nuances. Le comité de dépendance, donc CER10, demande que le chercheur mentionne 3 noms de chercheurs qui n'ont pas de conflit d'intérêt avec lui, donc il ne publie pas. Dans le comité éthique VEN, je sais que ça se fait à même le comité éthique, l'évaluation scientifique. Jeunes en difficulté, on a un comité d'éthique, un comité scientifique, pardon, ad hoc, qui s'en charge. Il y a 2 évaluateurs qui font l'évaluation du projet, puis ils me les envoient. Donc, je suis en communication avec le chercheur, il fait les corrections, puis ensuite, lorsque l'évaluation scientifique est réglée, ben, on passe à l'évaluation suivante. Donc, là, ça, c'est juste une idée de quoi a l'air l'organigramme de CIUS Centre-Sud. Donc, vous voyez, il y a tellement de milieux que on vous demande de quand même vous occuper bien de cette section si vous savez bien qu'est-ce que vous voulez, dans quel lieu de réalisation doit se faire le projet, parce que ça va nous aider énormément. Donc ici, il y a un exemple dans les milieux hospitaliers de première ligne, par exemple, mais c'est très important que vous nous indiquiez ça parce que ça nous aide à aller plus rapidement et trouver le bon endroit. Plus vous connaissez les détails, donc là, évidemment, quand vous cochez, comme la diapo précédente, ben là, s'ouvre une autre section qui vous pose des questions. Donc, si vous les connaissez, faites-le, essayez de vous renseigner en amont. Est-ce que vous avez fait des démarches préalables? Il y a des chercheurs qui connaissent bien les milieux. Ça nous aiderait bien si vous nous indiquez quand même des noms, si c'est possible. Donc, je dis si c'est possible parce que je sais qu'il y a des chercheurs qui travaillent avec les milieux, mais il y a d'autres qui ne connaissent pas nécessairement. Donc, maintenant, c'est bon. Encore une fois, c'est des noms. On vous demande toujours des noms. Est-ce que ici vous avez des ressources? Est-ce que ça implique des ressources? Dès que vous faites un projet de recherche au Centre-Sud, oui, ça implique des ressources. Ça implique évidemment des ressources humaines, ça implique aussi des ressources matérielles. Alors, est-ce qu'il y a une question? OK, pardon. Je pensais que... Pardon, je pense qu'il y a eu de l'écho, mais il n'y a pas de question. On n'est pas rendu encore, on te laisse continuer ta présentation. OK. Mais je pense que c'est ton... Parfait. Donc, maintenant, je me rends au bureau de la convenance. Donc, ça, c'est... donc, il y a la convenance au Centre-Sud. Donc, les projets monocentriques. Pour l'instant, on se concentre, Renaud vous a parlé de dépôt de projets monocentriques. Sauf qu'il y a des projets qui proviennent de l'extérieur et qui sont multicentriques. Donc, pour eux, le projet est déjà évalué ailleurs, dans un autre CIUS. Le comité d'éthique, on l'appelle le comité d'éthique évaluateur, on l'appelle CERE, avec les abréviations. Et en fait, ce qui est important, c'est bien si vous, par exemple, vous avez un projet, nous on les appelle des projets MEO, donc multicentriques externes. Par exemple, vous avez déposé un projet de recherche pour évaluation scientifique et éthique à Sainte-Justine.
Et des participants au centre-sud, il y a également. Ben là, votre projet est MEO chez nous. Donc, il faut quand même bien s'assurer dans quel bureau de la convenance vous allez le déposer. C'est vrai que ici, c'est les noms des 4 comités éthiques, mais si vous visez des jeunes, ben, vous allez déposer dans le MEO jeunes en difficulté. Si vous visez des personnes âgées, ben, vous allez déposer dans convenance vieillissement neuroimagerie. Est-ce que cette première partie de ma présentation, avez-vous des questions? S'il n'y a pas, je vais continuer. Oui, il y a une question de Geneviève Garceau. Merci, Rosita. Je suis tannante, hein? En fait, ma question, là, je comprends là, pour la convenance, nous, on a souvent plus qu'un secteur. Exemple, jeunes en difficulté et dépendance. Est-ce qu'il faut faire 2 demandes de convenance ou on remplit un formulaire dans Nagano et ça s'en va aux 2 endroits? Si le projet est monocentrique, je comprends, donc vous visez dépendance et jeunes. Ben là, vous allez cocher les 2 milieux. Puis nous, entre les cordons, on va se séparer. C'est 2 convenances différentes, mais c'est à l'intérieur de ce centre-sud. Donc, oui, on va se le partager entre nous. OK, donc dans Nagano, on n'a pas à faire 2 demandes. Non. OK, parfait. Merci. Merci. Je pense qu'il y a M. Leclerc qui a une question également. Oui, bonjour. J'ai déjà entendu dire que dans certains cas, pour des projets, en fait, évaluation avec des risques minimaux, on va dire, eh ben, il n'y avait pas forcément besoin d'évaluation scientifique. Quelqu'un m'a dit que c'était dans la politique des 3 conseils, etc. Donc, je voulais avoir votre avis là-dessus. Est-ce qu'on parle bien de scientifique, évaluation scientifique? Scientifique, j'ai bien dit scientifique. Dans le cas, par exemple, imaginons une petite recherche qui n'a pas eu de subvention d'un organisme, mais peut-être plus d'un ministère, par exemple, et avec que des intervenants du CIUS, et on n'est pas avec, par exemple, des populations vulnérables, et voilà, sans passer par un organisme subventionnaire. Bon, il y a quelques réponses à votre question, c'est-à-dire des différentes sous-questions que je vois. Oui, un projet peut ne pas avoir une subvention des bailleurs de fonds. Parfois, c'est des subventions internes. Mais même si c'est à risque minimal, le projet doit absolument avoir, si c'est un projet de recherche, il doit absolument avoir une évaluation scientifique. Parce que ce n'est pas éthique d'évaluer un projet qui n'est pas scientifique. Donc, il faut que le comité d'éthique s'assure que toutes les questions qu'un chercheur pose dans son projet de recherche peuvent avoir une réponse au niveau scientifique. Donc, évidemment, là, l'éthique s'en charge de l'évaluer. Donc, je ne sais pas, vous avez mentionné la politique 3 conseils. J'ai jamais entendu parler qu'un projet à risque minimal n'a pas à avoir une évaluation scientifique. Par contre, si un projet à risque minimal peut ne pas être évalué par un comité plénier, un comité éthique. Un comité plénier, ça veut dire une réunion avec un quorum, avec tous les membres. Le projet peut être évalué un comité restreint, donc par 2 ou 3 membres du comité éthique. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui. Ouais. Okay. Mais dans ce cas-là, est-ce que dans Nagano, on doit déjà inscrire comité restreint ou c'est le comité éthique qui fait le tri, entre guillemets? En fait, quand vous déposez votre projet de recherche, dépendamment, donc le projet peut être à risque minimal s'il y a des participants, par exemple, intervenants, vous l'avez dit. Donc, le formulaire est F11A. Mais à risque minimal peut être un projet qui est juste sur des dossiers
ou un projet qui utilise des données déjà recueillies, donc utilisation secondaire de données. Ça, c'est des projets qui sont à risque minimal. Mais nous, on le sait. Donc, dès que vous le déposez, quand on voit qu'un projet est à risque minimal, ben, dépendamment comment le comité d'éthique voit le projet, il peut être évalué à un comité restreint. Ok, d'accord. Merci. Rossi, est-ce que tu me permets, il y a une section dans Nagano qui permet, dans la section éthique du F11, qui permet aux chercheurs de se positionner par rapport au risque minimal. Par ailleurs, comme Rossi a mentionné, ça revient vraiment au comité d'éthique de décider ou non si c'est pour le risque minimal. Puis par rapport à l'évaluation scientifique, comme pour l'évaluation éthique, l'évaluation scientifique, si c'est sous le risque minimal, elle peut être proportionnelle, donc elle pourrait être faite par un sous-comité également du comité scientifique. C'est ça, est-ce que tu veux continuer le reste, continuer ta présentation? Parce que je ne vous vois pas, donc s'il n'y a plus de questions, je continue. C'est parfait, il n'y a plus de questions pour cette partie-là. Merci. Bon, merci à toi. Donc là maintenant, vous avez déposé votre projet. Le projet il a répondu à toutes les deux exigences. Donc, il a eu une évaluation scientifique, une évaluation de la convenance. Là, il s'en va au comité d'éthique. Le comité d'éthique l'a évalué et il a fait ses commentaires. Donc, alors, je vais m'attarder. En fait, je suis allée un peu trop vite, désolée. Parce que je voulais aussi m'attarder lorsque le comité d'éthique reçoit. Donc, vous déposez votre F11 ABC, peu importe. Alors, vous l'avez déposé. Et lorsque vous l'avez déposé, tout à l'heure, quelqu'un posait la question, si jamais il n'est pas parfait, si jamais il y a des questions mal répondues, ou si jamais il manquait des documents joints, ben là, dans ce cas-là, nous, en fait, on le lit toujours, donc les coordonnateurs des 4 comités, on le lit, on regarde les documents et on vous répond dépendamment s'il manque des informations ou des documents. Donc, on rouvre le projet. Lorsque le projet, bon, vous avez vu tout à l'heure ces couleurs, ils sont choisis pour des personnes daltoniennes. Donc, lorsque nous rouvrons le formulaire, vous allez recevoir le formulaire avec des sections mauves. Ça, c'est les sections rouvertes. Donc, ça, c'est des sections où il manque quelque chose. Par exemple, évaluation scientifique. Nous, on vous a écrit un commentaire, s'il vous plaît, joignez, est-ce que le projet a une évaluation? Si oui, joignez le document. Ou comment se fait le recrutement? Ou, par exemple, manque une signature. Donc, là, vous avez répondu et il faut redéposer le formulaire. Donc, c'est super important de ne pas avoir des couleurs orange ou rouge à vos réponses. Parce que sinon, quand vous voyez un petit peu plus bas, vous avez répondu à la signature à l'évaluation scientifique, mes exemples, mais vous n'avez pas répondu au processus de recrutement, il est rouge. Vous ne pourrez pas déposer. Il faut vous assurer que tous les crochets soient verts. Voilà, donc là maintenant, le bouton déposer est bleu et parce que vous avez répondu à toutes les questions et vous pouvez déposer le formulaire. Ça concerne tous les formulaires de dépôt. Ça concerne le F1, formulaire de modification. Ça concerne le F9, formulaire de renouvellement. Ma collègue plus tard va vous parler un petit peu plus en détail de ça. Mais quand un formulaire est réouvert, vous allez voir les couleurs de tout à l'heure. Là, je vais vous parler de F20, par lequel j'ai commencé. Donc, lorsque le projet est déjà évalué par le comité d'éthique et le comité d'éthique a des commentaires, il les rédige dans un formulaire qui s'appelle F20. Donc, vous devez répondre à ces commentaires. Donc, vous recevez en fait un F20 qui porte certains numéros.
Et vous retrouvez les commentaires qui s'appellent des conditions dans Nagano de comité d'éthique avec les flèches rouges au début, qui sont formulées et vous avez une possibilité de répondre. Il y a aussi les sections où il faut joindre les nouveaux documents au besoin. Donc, si vous avez le protocole qui doit être, par exemple, bonifié, corrigé ou des formulaires de consentement, il faut les joindre. Et évidemment, il y a si vous avez d'autres documents à joindre qui sont pertinents. Il y a beaucoup de questions de chercheurs, comment faire pour avoir un format PDF d'un document X. Là, il y a deux façons de faire. Donc, ou bien vous allez dans l'onglet formulaire, vous savez quand vous êtes dans votre projet, il y a plusieurs petits onglets en haut. Vous allez dans l'onglet formulaire et à côté du formulaire en question, ici c'est un F9, donc un renouvellement, vous cliquez, vous voyez avec la flèche rouge le PDF. Donc, ça c'est la première façon. La deuxième façon, c'est vous allez dans l'onglet fichier plutôt que formulaire. Et là, à côté de chaque formulaire, vous pouvez avoir un PDF. Donc, quand vous l'ouvrez, vous avez une possibilité d'avoir un PDF. Est-ce qu'il y a des questions pour la réouverture? Merci, Rosita. Est-ce qu'il y a des questions? Effectivement, je ne vois pas de main. Donc, je pense que merci. On va pouvoir passer à la prochaine section. Donc, je passe la parole à Renaud qui va prendre le relais. Merci. Tu peux enlever ton... Je vais partager mon écran. J'y vais là, je m'excuse, j'y vais. Ça va, est-ce que tu... Là, je pense que ça va. Oui, c'est bon. Oui. OK. Donc, c'est ça. On ne voulait pas, au début, comme vous surcharger d'informations par rapport... C'est sûr, on n'avait pas le choix d'en parler, mais on ne voulait pas non plus vous surcharger d'informations par rapport à ce qui est monocentrique, multicentrique. Puis, on a décidé de regrouper ça un petit peu dans cette catégorie-là. On reprend, si on veut, des acquis là, de ce qu'on a vu dans les dernières sections. Mais c'est vraiment le but de cette section-là, là, ce que j'aimerais que vous sachiez à la fin, c'est vraiment être capable, on va en parler plus, la différence entre un projet qui est monocentrique et un projet qui est multicentrique. Soyez aussi capable de faire la différence entre un projet qui est multicentrique interne et un projet qui est multicentrique externe. On va parler aussi d'un nouveau formulaire qui est propre au monocentrique interne, le formulaire d'autorisation d'évaluation d'un projet de recherche. Donc, j'aimerais ça que vous sachiez comment le déposer. On va se familiariser avec une section qui est dans tous les formulaires multicentriques, dans le fond interne, puis qui est quand même assez importante, excusez, l'alerte d'urgence. Donc, savoir aussi où déposer, Rosita en a parlé un petit peu, savoir déposer les demandes déjà approuvées par un comité d'éthique de la recherche. On va se familiariser avec le formulaire qui est propre au projet monocentrique externe. Puis, c'est ça quelque chose, j'essaie de revenir aux erreurs qu'on voit souvent, essayer de, dans le fond, mon but à la fin de cette session-là, c'est toutes les fois sur Nagano, vous allez vous retrouver devant cette question-là qui revient dans tous les formulaires, c'est que vous soyez capable d'y répondre parce que ça crée, dans le fond, souvent, moi, ça m'arrive souvent de rouvrir des formulaires comme ça. Ça, je ne sais pas si c'est fait comme si c'est voulu, mais c'est ça, on va vous poser la question à savoir si c'est multicentrique sur chaque formulaire, même si vous avez un numéro, même si vous avez déjà indiqué que votre projet est multicentrique au début, cette question-là va vous être posée. C'est juste que vous soyez capable d'y répondre correctement. Donc, juste pour vous mettre un peu en contexte, c'est quoi pourquoi le terme de multicentrique, d'où ça vient? Quand on parle de multicentrique, ça provient d'un cadre de référence du ministère. Puis ce cadre de référence-là, ce qui permet, c'est un mécanisme qui fait en sorte qu'on peut reconnaître les évaluations éthiques entre les différents établissements du réseau de la santé. Donc, l'avantage de ça pour les chercheurs, c'est vraiment que
vous n'avez pas besoin, si vous voulez faire un projet de recherche qui se passe dans 6 établissements différents, bien, vous n'avez pas besoin de faire 6 évaluations éthiques différentes. Pour que ça s'applique, il y a 2 conditions. C'est ça, comme je disais, c'est une entente entre les réseaux publics, enfin, dans le réseau public de la santé et des services sociaux. Donc, il faut au moins qu'il y ait, pour que ça soit multicentrique, il faut au moins qu'il y ait 2 établissements. Il faut aussi que l'évaluation soit faite par un CER qui appartient au réseau de la santé. Donc, ici, là, juste pour qu'on se situe un petit peu mieux, 3 cas de figure. Le premier, ça serait un projet de recherche qui a une évaluation éthique, mettons chez nous, au CIUS Centre-Sud, qui se fait au CIUS Centre-Sud et dans un milieu communautaire ou dans un GMF privé. Mais à ce moment-là, on ne peut pas parler d'un projet qui est multicentrique. Comme je disais tantôt, il y a un seul établissement du réseau qui participe. Dans le cas numéro 2, donc, un projet de recherche qui est évalué, par exemple, à l'Université de Montréal, qui se déroulerait dans 4 CIUS différents. C'est effectivement un projet qui est multicentrique. Par contre, ce n'est pas un projet qui a une évaluation éthique qui est valide. Ce n'est pas une évaluation éthique qui peut être reconnue dans tous les CIUS parce qu'elle provient du milieu universitaire. Donc, un cas qui serait un vrai projet multicentrique, c'est vraiment une évaluation éthique qui serait faite, par exemple, chez nous, puis 3 autres CIUS, et que ça se passe aussi dans 3 autres CIUS. Donc, ça, c'est vraiment un projet multicentrique. C'est ça. Il y a une exception, ça, c'est vraiment pour les gens qui font affaire là, avec notre comité en éthique en réadaptation, c'est qu'il y a une entente d'évaluation qui existe entre ce comité-là, puis 3 autres établissements du réseau, donc l'Ouest de Montréal, Laval, puis Montérégie Centre. En fait, notre bureau d'évaluation agit comme comité d'éthique pour cela. Fait qu'il pourrait y avoir une situation où ça se passe seulement, par exemple, la recherche se passe seulement au 6 à Laval, mais l'évaluation éthique est faite chez nous. Donc, ça veut dire que le projet est multicentrique en vertu de cette entente-là. Mais, comme je disais, il se déroule dans un centre. Donc, où est-ce que, sur Nagano, c'est où qu'on va aller chercher cette information-là? C'est où qu'on va vous demander si le projet est multicentrique? Bon, comme je disais tantôt, il y a la petite section en mauve en haut là, qui revient assez souvent. Mais si on revient à notre page de dépôt de nouveaux fichiers, c'est vraiment l'endroit où on n'avait pas coché au début. Donc, une fois qu'on la coche, on va vous demander si l'évaluation éthique se passe dans l'établissement. Pour commencer, on va vraiment y aller avec une évaluation éthique qui se fait chez nous. Ce que c'est aussi, ça c'est, on va parler du multicentrique interne. Ce que c'est pour une équipe de recherche aussi, c'est vraiment le début de l'évaluation d'un projet multicentrique. C'est par ça que ça commence. Il faut choisir le comité où on va déposer. Donc, le processus d'évaluation, d'une certaine façon, il ressemble beaucoup pour un projet multicentrique interne. Ça va ressembler beaucoup à ce qu'on fait pour un projet monocentrique. On est responsable de la triple évaluation pour l'établissement. On s'occupe de vérifier l'évaluation scientifique. On s'occupe de savoir si le projet convient aux milieux qui sont visés chez nous. Puis, on fait l'évaluation éthique. La seule différence, c'est que l'évaluation éthique, elle peut être reconnue ailleurs. Donc, nous, ce que ça nous demande, ce qu'on va vous demander en plus, c'est certaines informations parce qu'on est garant de la protection de l'autonomie, du respect de la vie privée de tous les participants recrutés, pas seulement ceux dans l'établissement, dans notre établissement. Donc, ce que ça veut dire, c'est sur un projet de recherche qui veut recruter 100 participants, il y en a 50 ici sur Centre-Sud, puis il y en a 50 à Laval. Ben, le comité doit s'assurer que les normes éthiques sont respectées dans les 2 établissements. Ben, ça fait en sorte que les formulaires sont un peu différents, puis on va vous demander un petit peu plus d'informations. La première chose qui est différente, c'est si on décide, dans le fond, de déposer un projet qui est multicentrique interne, plutôt que de générer un formulaire de dépôt, on va générer un formulaire de demande d'autorisation. C'est un formulaire de demande d'autorisation d'évaluation d'un projet de recherche qu'on appelle
le F0. C'est un formulaire, dans le fond, qui signifie au bureau sélectionné, bon, votre intérêt à déposer un projet multicentrique, puis ça permet au bureau d'évaluation aussi de savoir si, bon, il accepte de l'évaluer, de se porter garant pour tous les CIUS qui sont visés. Donc, c'est ça, on doit l'approuver. Puis, dans ce formulaire-là, on a une section, ça c'est vraiment important pour tous les projets multicentriques internes. Ça revient autant dans le F0 que dans le F11 que dans le F9. C'est qu'il y a une section établissement participant. C'est vraiment dans cette section-là qu'on va aller chercher beaucoup des informations par rapport au recrutement qui va se dérouler dans les autres établissements. Donc, ça, c'est première indication. Ici, quand on demande le nom du chercheur de l'équipe responsable, de l'équipe locale responsable du projet dans l'établissement participant, ce qu'on veut, ça va être le prénom et le nom, surtout de la personne qui va être en charge de remplir les documents sur Nagano pour cet établissement-là. Donc, ce n'est pas nécessairement si, par exemple, on a un chercheur principal, mais ce chercheur principal-là ne touche pas à Nagano, ce n'est pas son nom qu'on veut parce que sinon, c'est à lui qu'on va envoyer les courriels de synchronisation. Puis ça va être un peu plus difficile, comme tout mettre ça ensemble à la fin. L'idée, c'est vraiment la personne. Il faut que ce soit la personne qui va s'occuper de Nagano. Donc, sinon, comment ça fonctionne? C'est en haut, on va vous demander, vous allez choisir les CIUS où ça va se dérouler. Donc, par exemple, vous voulez faire quelque chose au CIUS de la capitale nationale, il faut le sélectionner. Puis, dans le fond, une fois que ça va être sélectionné, on va vous demander des indications qui sont propres au CIUS. Fait que, comme on disait tantôt, si on veut recruter 100 personnes à l'échelle du Québec, il faut indiquer il y en a combien qui sont pressentis, admettons, au CIUS à Québec. Donc, c'est important de rentrer les informations qui sont propres à chaque établissement. Puis, une fois que c'est fait, il faut rentrer les établissements un par un en cliquant sur le bouton « Ajouter ». Donc, ça va revenir pour chaque CIUS, chaque établissement du réseau de la santé doit avoir sa propre sous-section. Donc, on va parler un peu plus de multicentrique externe. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, faire attention, c'est que l'évaluation, admettons que vous avez eu l'approbation éthique du CER évaluateur, cette approbation-là éthique n'est pas de facto valide dans tous les établissements. Premièrement, il faut, comme on l'a vu dans le F0, puis on va vous le demander dans le F11, il faut que le comité approuve chaque établissement qui va être participant. Puis, en soi, aussi, l'évaluation éthique, ce n'est pas suffisant pour être habilité à mener un projet de recherche dans un établissement. Il faut aussi une lettre de la personne qui est formellement mandatée. Ce que ça veut dire, c'est pas parce que vous avez vous avez été approuvé dans mon comité que vous pouvez débarquer, par exemple, au CHUM avec votre approbation pour mener le projet là-bas. Il faut quand même s'assurer auprès des gens, auprès des milieux, que le projet convient. Donc, c'est vraiment là que se situe l'enjeu au milieu du multicentrique externe. Donc, j'ai essayé de schématiser ça un petit peu, là. Donc, ça, pour c'est peut-être niaiseux à dire, là, ça va peut-être de soi, mais dans le fond, vous, comme en tant qu'équipe de recherche, votre projet, il va être à la fois multicentrique interne dans un établissement, puis il va être multicentrique externe dans les autres établissements. L'interne, externe, l'orientation, c'est vraiment relatif au comité d'éthique, c'est à l'établissement qui a évalué votre projet. Donc, c'est ça. Comme je disais, au niveau multicentrique interne, ça fonctionne pas mal comme on disait au début. C'est vrai. La seule étape de plus, c'est au niveau de la reconnaissance de l'évaluation éthique dans les autres établissements du réseau. À ce moment-là, votre projet va quand même falloir l'emmener sur le Nagano des autres établissements. Il va falloir déposer les
les différents documents qui prouvent que vous avez été approuvé. Il va falloir redéposer les différents documents qui ont été approuvés. Puis ça, c'est comme un peu, c'est juste pour s'assurer que c'est bien fait. Puis ensuite, il va falloir revenir à une évaluation de la convenance pour avoir au final la lettre de la personne qui est formellement mandatée. Donc, le rôle du comité de l'éthique dans cette situation-là, c'est beaucoup plus au niveau de la conformité des documents déposés. Puis, on relance aussi les démarches de la convenance, là, un peu comme Rosita en a discuté dans la section en haut. Donc, ça, c'est juste pour dire à ce moment-là, bon, quand c'est multicentrique externe, donc si vous avez déjà une évaluation, c'est de cocher non ici. À ce moment-là, ça va ouvrir d'autres choix. Dans le formulaire, c'est bien important quand vous déposez le projet de le mettre sous la section projet multicentrique externe MEO là, pour mise en œuvre. Donc, c'est à cet endroit-là qu'on va traiter le document. Ici, vous pouvez marquer le champ d'application juste pour qu'on soit en mesure de un peu plus se retrouver. Là, ça aussi, c'est un autre menu déroulant qui ressemble beaucoup à ce que je vous ai montré dans la première section là, avec qui va nous donner une idée de ce sur quoi porte votre projet de recherche. Puis, une fois que ça va être fait, c'est ça, il va y avoir un F11 MEO mis en œuvre où on va vous demander de fournir les documents officiels du comité évaluateur. Dans le fond, le Rosita vous a montré là, comment aller les chercher, soit sur PDF, soit aller chercher les documents officiels. Ça, ces documents-là, il va falloir, comme je disais tantôt, les Nagano, ils ne fonctionnent pas toujours ensemble. Il faut vraiment s'assurer d'aller les chercher dans le Nagano de l'établissement dans lequel vous avez été évalué, puis venir nous les donner. Ce n'est pas parce qu'ils sont dans un Nagano, disons, au CHUM, qu'on peut nous les retrouver. Il faut les déposer dans ce formulaire-là. Puis, il faut aussi déposer, il y a une section documents, c'est déposer les documents qui ont été approuvés. Ça, c'est certain qu'on va prêter une attention particulière à ça. On vous redemande les documents, puis nous, on va comparer avec ce qui a été approuvé, avec les documents du comité que vous avez fourni. On va juste comparer, voir si, admettons, le protocole que vous nous soumettez, c'est bien le protocole qui a été évalué là-bas. Il faut juste que ça concorde à ce niveau-là. C'est de faire attention pour ça. Donc, F11 MEO, comme je disais, les questions, ça vise surtout à recueillir l'information pour la convenance. J'ai mis ici les grosses sections. Il faut être le plus précis sur ce qu'on va demander au milieu. Juste faire attention aussi, il n'y a pas de section qui est dédiée en tant que telle au nombre de participants pressentis dans l'établissement, mais c'est quand même important de le mentionner. Je reviens avec l'exemple de tantôt. Là, on aura un projet, mettons, on voudrait 100 travailleurs sociaux pour votre projet de recherche à l'échelle du Québec. Bien, nous, ce qui va nous intéresser au niveau de la convenance, c'est de savoir, admettons, combien de travailleurs sociaux au service à domicile, Faubourg, Est, combien il va falloir qu'ils participent. Il y en a combien qui vont participer, et combien de temps ça va leur prendre. C'est vraiment ça qu'on veut savoir au niveau de la convenance. Fait que c'est important de mettre, comme on disait tantôt, le plus d'informations possible. Donc, c'est un peu ça pour ma section. Merci Renaud. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions par rapport au projet multicentrique à Renaud? Tout a l'air beau. Donc, merci Renaud. On va céder la parole maintenant à Mathilde qui va présenter la dernière partie qui porte sur le suivi, les formulaires et le suivi continu. Donc, Mathilde, est-ce que tu prends le relais? Renaud, je pense que Mathilde va reprendre le relais avec son écran. Est-ce que vous voyez bien? Oui, c'est là, Mathilde. Merci. Donc, c'est ça. Moi, je vais continuer avec les autres formulaires, dans le fond, que vous avez à remplir sur Nagano. Et donc, on va faire le tour un peu de tous les formulaires et ensuite voir certains points par rapport aux réponses au sévère. Donc,
la liste des formulaires, c'est le F1 qui est pour une demande de modification, le F1MP qui est pour une demande d'ajout de site ou de conversion multicentrique. On a aussi le F5 dont on ne va pas parler en détail, mais c'est en cas d'incident ou d'accident au cours d'un projet. Il faut que vous soumettiez un formulaire F5 le plus vite possible après l'événement. Et il y a le F9 qui est pour le renouvellement annuel et le F10 lorsque votre projet est terminé. Donc, si on commence par une demande de modification, et en fait, c'est la même, lorsque vous avez à créer un formulaire, c'est la même procédure que présentée pour le F11. Donc, il faut aller dans votre projet de recherche maintenant qu'il est créé, aller dans formulaire et puis nouveau. Et donc, ensuite, vous choisissez quel formulaire vous voulez créer. Donc, pour le F11, pardon, pour le F1, pour une demande de modification, on choisit le F1 et donc, la première question, c'est une question qu'on va retrouver dans tous les formulaires de suivi qui vous demande à quelle étape de votre projet vous êtes. Il faut juste sélectionner la réponse. Excusez-moi, j'ai mis une note de présentation et je ne suis pas habituée. Je vais juste changer rapidement parce que je vois mal. Je m'excuse. Pas de problème, Mathilde. Donc ensuite, c'est une question importante, ça va être par rapport à la modification mineure ou modification majeure. Donc, après, c'est sûr que nous, on va repasser et que on va voir c'est quoi la procédure à suivre ensuite. Mais une modification mineure, d'habitude, c'est quelque chose de plus administratif. Donc, par exemple, si vous avez un étudiant-chercheur qui change, vous pouvez faire une demande de modification mineure. Si c'est une modification majeure, ça risque d'être plus une modification au niveau de votre méthodologie, ou par exemple du nombre de participants, s'il y a une grosse augmentation, ou si vous ajoutez un groupe de recherche, un groupe de participants, pardon. Et par contre, il faut faire attention à ce que ça ne soit pas une modification qui soit tellement grande que ça devient un nouveau projet. Donc, si vous changez votre question de recherche ou si vous changez vos objectifs de recherche, ça risque de devenir un nouveau projet et en F1, dans le fond, ça ne sera pas suffisant. Donc, vous allez ensuite avoir à déposer des nouveaux documents si c'est nécessaire. Donc, si vous avez changé quelque chose dans votre protocole ou dans votre formulaire de consentement, n'importe quel autre document, il faut les remettre en format Word et il faut que vous assuriez d'avoir fait des modifications, soit en suivi de modification, soit de les avoir surlignés en jaune pour que nous, on puisse les repérer et s'assurer que tout est correct. Après, il y a certains comités qui ont des règles de nomenclature. Donc, par exemple, je sais que le comité de vieillissement et de l'imagerie a des règles de nomenclature assez élaborées. Donc, mais je pense que si c'est votre comité, vous êtes plus habitué que moi sur ces règles-là. Sinon, il faut juste s'assurer que ça soit nommé de façon appropriée avant la date quand c'est possible. Donc, vous pouvez remplir un F1 pour une demande d'ajout de milieu. Donc, comme Renaud a expliqué plus tôt, ça fonctionne pour un ajout de milieu et non pour un ajout de site. Ça, on va voir ça après. Pardon, pas pour un ajout d'établissement. Donc, c'est juste si vous ajoutez une clinique qui dépend aussi de Notius, vous pouvez faire une demande d'ajout de milieu. Il faut faire attention à la question qui demande si on doit faire une nouvelle convenance. Donc, pour un ajout de milieu, il faut faire une nouvelle convenance. Et dans ces cas-là, le plus d'informations que vous pouvez nous fournir, c'est le mieux pour qu'on puisse traiter cette demande le plus rapidement possible. Donc, d'avoir au moins une lettre d'appui ou un courriel exprimant l'intérêt du milieu à accueillir votre projet. Donc, en fait, comme ce que Renaud vient de présenter pour le F0, c'est les questions qu'on retrouve dès qu'on a un projet multicentrique. On va vous demander de mettre tous les établissements ou tous les sites, tous les établissements où votre projet se déroule et d'indiquer le nombre de participants
dans tous les cas de figure. Et donc, pareil, si vous avez fait affaire avec un site qui est hors du R3S, il faut indiquer les mêmes informations. Donc, en F1MP, c'est quand on veut ajouter un nouvel établissement. Donc, soit votre projet est initialement monocentrique et vous voulez le transformer en projet multicentrique, ou si votre projet est déjà multicentrique, mais vous voulez rajouter un autre établissement. Donc, on vous demande de confirmer que c'est bien ça que vous voulez faire. Et ensuite, de la même façon que pour un projet multicentrique en général, il faut sélectionner l'établissement et inscrire les coordonnées de la personne avec qui on va pouvoir être en contact. Donc, encore une fois, c'est le chercheur principal si c'est cette personne-là avec qui on va pouvoir communiquer. Sinon, il faut indiquer la personne du milieu avec qui on va pouvoir communiquer et qui va s'occuper, par exemple, de la contenance. Donc, ensuite, pour votre renouvellement annuel de l'approbation éthique, le formulaire s'appelle en F9. Pour celui-là, ce n'est pas vous qui allez le créer, mais ça sera nous qui allons le créer. Et vous allez recevoir une notification via Nagano. Donc, vous allez pouvoir retrouver ce formulaire justement dans la section formulaire. Et habituellement, vous allez recevoir jusqu'à 2 rappels après la première notification. Si on n'a pas, si vous ne remplissez pas le formulaire, votre projet risque d'être suspendu ou d'être fermé administrativement. Donc, c'est important de le remplir dans des délais raisonnables. Et donc, encore une fois, il y a la question de savoir si le projet est monocentrique ou multicentrique et il faut faire attention à bien répondre oui quand il est. On peut le voir avec le nom, si c'est MP, c'est multicentrique. Et il faut aussi décrire à quelle étape vous êtes rendu. Donc, souvent, c'est soit rédaction d'article, soit recrutement. On a souvent des erreurs en ce qui a trait aux dates. Donc, ça a l'air un peu niaiseux, mais ça arrive vraiment souvent. Donc, déjà, on a l'approbation éthique initiale. Et donc, quand vous allez sur la page de votre projet, vous allez retrouver plusieurs dates. Et en fonction des différents projets, ce n'est pas toujours les mêmes titres des dates. Mais nous, on est vraiment intéressés par la date d'approbation du CER évaluateur. Et parfois, ça peut ressembler à ça. Donc, ça peut être mélangé entre la date d'autorisation définitive et la date d'approbation du CER évaluateur. Mais nous, c'est vraiment la date d'approbation du CER évaluateur qui nous intéresse pour cette question-là. Ensuite, encore une fois, la date du début de projet, souvent, ce n'est pas la bonne date qui est indiquée. Ce qui est important, c'est que ça soit une date qui soit postérieure à la date d'approbation. Et pour la date de fin de projet, quand on vous demande si l'échéance est toujours actuelle, il faut vraiment la vérifier parce que parfois, c'est une date passée. Et dans ce cas-là, soit votre projet est vraiment terminé et à la place de remplir en F9, il faut remplir en F10. Soit c'est juste que le formulaire a été rempli rapidement et ce n'est pas la bonne date qui a été remise. Et donc, justement, si votre projet est vraiment terminé, vous avez à générer et remplir en F10 pour nous ça. Souvent, c'est les mêmes erreurs qui sont faites dans les F10 que dans les F9, donc concernant les dates ou le nom du chercheur. Et ces formulaires aussi, souvent, ne sont pas signés par le chercheur responsable, alors qu'il faudrait que ce soit signé par le chercheur principal responsable du projet. Et il est temps de remplir en F10 lorsque c'est la fin du projet et que vous êtes rendu à votre dernière publication des résultats. Donc, comme ça a été dit précédemment, ça se peut que vos formulaires soient approuvés tout de suite s'il n'y a pas d'erreur. Sinon, on doit les réouvrir. Et comme pour les autres formulaires, il faut que vous retourniez dans les questions, que vous répondiez à nos questions, que vous modifiez les informations et puis que vous nous redéposiez le formulaire. Donc, en résumé, il faut vérifier régulièrement le statut de vos projets et de vos formulaires sur Nagano pour vérifier si on les a réouverts ou si vous avez des actions à faire. Il faut vous assurer que votre profil est mis à jour pour qu'on ait vos bonnes coordonnées.
et vous devriez consulter régulièrement l'onglet Info Nagano pour savoir si jamais le fournisseur a fait des modifications ou des ajouts à la plateforme. Merci beaucoup, Mathilde. Donc, on est rendu à la période des questions par rapport au formulaire de renouvellement ou au formulaire de suivi. Et oui, on a une question de Ralph. Donc, la parole est à vous. Oui, merci Mathilde pour la présentation. Oui, j'ai une question. Juste pour confirmer, vous avez dit que les documents qu'on dépose devront tout être dans le format Word, c'est ça? Oui. OK. Et ça est valide aussi pour toutes les autres sections, par exemple, du F11, si on va déposer le protocole. Le protocole aussi doit être soumis dans le format Word. Oh. Annick, tu me diras si je me trompe, mais je pense que c'est seulement pour les demandes de modification que c'est important qu'on puisse voir où sont les modifications. Non, Karima me dit que non. En fait, c'est vraiment suggéré que ce soit tous déposés en format Word. Par la suite, on peut les redéposer parce que ça peut arriver des fois que c'est plus simple s'il y a une petite modification que le coordonnateur l'effectue au lieu de renvoyer à l'équipe de recherche. Mais par la suite, c'est ça. On devrait mettre sur Nagano un format PDF par la suite pour pas que ça soit changé. Mais c'est vraiment le format Word pour le dépôt, faciliter le travail de tout le monde. Ah, OK. OK. Voilà. Merci. Merci. Je pense qu'il y a une autre question de Geneviève. Donc, Geneviève, la parole est à vous. Merci. Moi, j'avais une question par rapport à, je ne sais pas où aller pour voir le suivi. Tu sais, une fois que, mettons, j'ai fait ma demande de renouvellement, je l'ai envoyée, j'ai fait déposer, je ne sais pas où aller voir si j'ai quelque chose à faire, si j'ai eu un retour, si sur le côté, des fois, c'est écrit comme... c'est pas écrit déposé, là. En tout cas, je ne sais pas si vous comprenez ma question. Je ne sais pas comment faire pour avoir une certitude que oui, c'est OK ou non, il manque quelque chose. Je ne sais pas. Je sais, Mathilde, veux-tu répondre ou veux-tu qu'une autre collègue, Renaud, Rosita ou moi, venons te répondre? Répondons à Geneviève? Oui. Est-ce que Renaud ou Rosita veulent répondre ou est-ce que je me lance? Ben, peut-être juste, je pourrais peut-être montrer l'écran d'accueil où il y a certaines informations. Il y a certaines informations. Là, attendez, je vais. Ça, c'est la. Ça, c'est la plateforme test sur laquelle on a fait plein de faux projets pour sortir les captures d'écran. Je ne sais pas si ça répond à ta question, puis ce n'est pas toujours clair non plus, mais tu peux voir, mettons, dès qu'il y a un changement, par exemple, si il y a un formulaire qui est rouvert, ben, tu vas avoir une notification ici avec la date. Si c'est déposé, c'est rouvert, si tous les changements vont apparaître là. Ça, c'est une façon de le faire. Comme je disais tantôt, si tu vas sur un projet pour avoir les... Oui, vas-y. Ben, je me questionnais si c'est marqué complet ou il faut que ce soit marqué approuvé. Qu'est-ce qu'il faut que ce soit écrit pour que, OK, tout est conforme? C'est approuvé complet. C'est complet pour l'évaluation au sein du comité. C'est approuvé une fois que c'est conforme. Mais, admettons, tu poses la question pour admettons, un formulaire de renouvellement. Tu veux savoir quand est-ce que la demande, c'est fini, c'est approuvé. C'est ça ta question, Geneviève? Admettons? Oui. OK. Tu devrais, nous, quand on approuve un F9, on l'approuve dans le formulaire. Je pense que ça devrait apparaître ici dans ton écran d'accueil. Mais on envoie aussi, généralement, on communique, admettons, sur un projet multicentrique, on envoie des courriels. Tu devrais aussi recevoir un courriel Nagano si ce que je montrais tantôt, là, si c'est coché. Tu devrais recevoir un courriel pour dire que c'est approuvé. Là, si ici, c'est coché. Oui, OK. OK, mais c'est approuvé, c'est pas complet. Ça ne veut pas dire que c'est approuvé. Non, c'est... Annick, je pense que tu veux répondre. Oui.
Bien, complet, c'est que dans le fond, il est complet pour le document, il est complet pour l'envoyer à l'évaluation. Donc, le terme exact pour que le chercheur puisse partir avec son renouvellement ou son F, peu importe le formulaire, c'est vraiment approuvé. Donc, complet, c'est de la terminologie qui mériterait peut-être d'être discutée ou transmise à des équipes de recherche parce que des fois, effectivement, la confusion elle est là chez vous, elle est là chez d'autres chercheurs certainement aussi. Donc, je pense que c'est un bon point qu'on pourra aussi mettre dans une prochaine formation. On ne va pas finir cette formation-là, puis on ajoutera peut-être la nomenclature avec les formulaires, là, mais c'est vraiment complet par rapport à ça. Je pense que Karima voulait indiquer qu'il peut aller voir dans le statut du projet pour voir si le renouvellement a été approuvé ou non. Oui. Effectivement, un bon point. Karima, qui n'a pas de voix aujourd'hui, nous communique autrement, mais si vous allez effectivement dans le statut du projet, il y a une sous-section qui s'appelle renouvellement et le renouvellement va apparaître. Dans le fond, vous allez avoir le statut actuel du projet. C'est ça, c'est ici, là, dans ce sous-onglet-là. Là, comme c'est un faux projet, il n'y a pas grand-chose, mais ici, c'est vrai, vous allez pouvoir voir là, toutes les différentes informations, admettons, c'est multicentrique, les autres CIUS avec lesquels, les autres CIUS qui participent, quand est-ce que la demande de renouvellement va être due. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'informations dans cet onglet-là qui pourraient vous être utiles. Voilà, je ne sais pas, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des questions, des commentaires? On va vous transmettre la présentation aux participants, on va vous communiquer la présentation dans les prochains jours, là, si vous voulez avoir un outil ou tout ça. On vous demanderait toutefois de la garder pour vous parce qu'on veut quand même garder la formation comme telle, mais je pense que, en espérant que le tout vous a été aidant, puis si vous avez des commentaires pour bonifier les prochaines présentations, parce que c'est une première, là, on se lance avec ce projet-là aujourd'hui, mais on va être preneur de tous les commentaires pour pouvoir améliorer de façon continue la formation et qu'elle réponde le plus possible aux besoins des utilisateurs de Nagano. Donc, ben, s'il n'y a pas d'autres questions, je tiens à remercier tout le monde de l'équipe du Bureau d'évaluation des projets de recherche. Donc, Renaud, Rosita, Mathilde, Karima qui était là aussi, Martine et un autre Karima aussi qui était en soutien. Donc, pour avoir travaillé sur la présentation et avoir justement accepté aussi de vous la présenter aujourd'hui. Donc, merci à tout le monde. Puis, voilà, je vous remercie d'avoir été présent par rapport à la formation. S'il vous plaît, entrez en contact avec nous si vous avez d'autres questions par la suite. Donc, bonne continuation et bonne navigation dans Nagano.